Hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, vidéo bilan lecture du mois de mars. Donc dans cette vidéo, je vais vous présenter tout ce que j'ai lu durant le mois de mars. Donc c'est-à-dire 6 livres, 6 comme ça, et pas comme ça c'est 4. Voilà, j'ai lu 6 livres que je vais vous présenter aujourd'hui. On est parti, j'en ai qu'un seul en papier. Tout le reste a été de l'e-book sur liseuse. Donc comme d'habitude, je vous mettrai la couverture du livre en question en couleur pour que vous puissiez un peu plus voir de quel livre je parle tout simplement. Donc au mois de mars, j'ai lu 6 livres. Le premier livre que j'ai terminé, je l'avais commencé fin février. Le 28 février, je l'ai fini le 5 mars. Donc je l'ai lu en une semaine. C'est Ce monde qui est le mien. Donc c'est un Twisted Tale. Vous savez, cette série où on reprend un peu tous les Disney, un personnage en disant et si il s'était passé si, est-ce que c'est, et si ça avait été différemment, et s'ils avaient perdu à la fin, enfin, plein de contextes un peu différents. Donc actuellement il y a, je vois 23 tomes, c'est quand même beaucoup. Là c'est mon deuxième, j'avais lu le premier qui était sur La Belle et la Bête. Donc c'était et si la mère de Belle avait maudit le prince. Donc il y avait toute une quête sur lever la malédiction. On avait un peu des flashbacks dans le passé sur la mère de Belle, pourquoi elle avait fait ça, etc. Pourquoi c'était elle la sorcière, enfin l'enchanteresse pardon. Donc celui-ci était très très bien. Là j'avais envie de lire celui sur Hercule, donc c'est sur Meg, et si Meg pouvait rejoindre l'Olympe. Donc ça suit vraiment directement le dessin animé. Ça prend vraiment à partir du moment où ça y est, Hercule a réussi, il est devenu un héros, il est accueilli au Mont Olympe. Et switch, on passe au moment où dans le dessin animé on lui offre l'immortalité, le statut de dieu, il peut rejoindre l'Olympe, il décline pour pouvoir vivre sa vie en tant que mortel sur Terre avec Meg. Et là l'histoire c'est que Hera va proposer à Meg de faire une certaine quête pour elle-même devenir une héroïne et pouvoir à son tour rejoindre l'Olympe. Donc on va avoir voilà, cette quête là, on en apprend un peu plus sur ce personnage qui est quand même un personnage d'une femme forte parmi toutes les femmes présentes dans les Disney. J'ai été un peu moins transportée que par celui sur La Belle et la Bête. C'était quand même très très sympa, mais la quête, il y avait des moments, c'était un peu trop simplé, vite fait résolu, etc. N'empêche que j'ai passé un beau moment. J'ai mis la note de 15 sur 20 parce que voilà, moi je me suis un peu moins plongée dedans. C'était sympa mais sans plus. Franchement, je regrette pas de l'avoir lu, mais un autre serait peut-être bien. Peut-être que j'en lirai d'autres de cette saga. Vu que c'est pas toujours les mêmes auteurs, c'est peut-être aussi ça qui a joué. Je ne sais pas, mais pour moi celui-là était bien, mais vraiment sans plus, quoi. Ensuite, le deuxième livre que j'ai lu en une journée, pratiquement en 2 jours, il s'agit, j'ai pas en papier, de L'Or Olympus, le tome 2. Cette saga que tout le monde connaît aussi, je pense qu'on a vu beaucoup passer. Alors moi je l'avais beaucoup vu passer, pareil sur Booktube, etc. Au moment où le tome 5 ou 6 sortait, je pense. Et je l'ai lu en webtoon. Donc je l'ai lu sur mon téléphone. J'ai réussi à tout lire. C'était vraiment super bien, super sympa. Là on revisite un petit peu la relation entre Hadès et Perséphone. C'est vraiment les personnages principaux. Mais on voit aussi toutes les autres divinités autour. Ce que j'aime beaucoup, ce sont les dessins. Comme de par hasard, c'est le début d'un chapitre. Hop, c'est vraiment les dessins qui sont hyper beaux, la palette graphique, chaque
personnage a sa couleur un petit peu, on suit ça comme ça. Il y a quand même des messages très très forts voilà, dedans. Voilà. Il y a quand même de très belles choses qui sont abordées dedans. Donc moi j'ai les 2 premiers tomes en papier, tome 1 et 2, j'avais acheté d'occasion pour... en fait j'avais voulu relire le webtoon en me disant c'est vrai que c'était sympa et tout, est-ce que je le relirais pas? Oui. Donc j'avais relu et en fait il était devenu payant sur la plateforme. Je me suis dit bah juste alors j'ai quand même envie de relire, j'avais lu une dizaine de chapitres je crois, les 10 premiers et j'étais à fond dedans, je me dis bah vas-y je vais l'acheter en papier, on verra bien. Surtout que là bah, on arrive quand même à la fin des publications, je pense qu'on va... Je sais pas, je sais même pas combien de tomes sont sortis actuellement, je vais regarder vite fait. Il y a 10 tomes de sortie. À mon avis, le 10 n'est pas encore traduit. Le 9 est-il traduit? Le 9 est traduit. Ils sont en train d'en sortir en poche aussi. Et bah, je me suis replongée dedans avec plaisir, quoi. C'est vraiment sympa. C'est vrai que je lis pas beaucoup de graphiques. Mais ça, je pense que bah, je finirai par tous les avoir en papier. Alors c'est vrai que ça fait un peu mal aux fesses, hein, 25 € pour un tome. Mais il y a pas mal de pages. Par contre, si on doit en avoir 10, c'est pour ça qu'au début, j'ai voulu les prendre d'occasion. Je verrai par la suite si je les achète neufs ou d'occasion également. On verra bien. Écoutez, pour l'instant, c'est en cours de lecture. Bon, le prochain va pas arriver tout de suite vu que je l'ai pas en papier. Je vais lire un petit peu ce que j'ai avant d'en racheter. Mais histoire vraiment bien, super sympa à poursuivre. Oui, troisième livre que j'ai lu, donc sur liseuse maintenant, c'est le dernier conte de Alexiane Thiel. C'est vrai, j'ai même pas dit les noms des auteurs. C'est pas grave. Le dernier conte d'Alexiane Thiel, le premier tome, Pomme d'Or, que j'ai lu aussi assez rapidement entre le 9 et le 14 mars. C'est pas un livre non plus très gros. Voilà, ça faisait longtemps que j'avais envie de lire cette histoire. En fait, on est sur une réécriture des contes. Il faut imaginer notre monde et le monde des contes, donc qui est le monde parallèle, un peu deux mondes comme sur deux faces d'une même pièce qui sont connectés mais qui ne se rencontrent pas. En fait, tous nos contes qu'on connaît existent dans leur monde à eux. Il y a comme ça des petites déconnexions entre les deux mondes et on va suivre deux personnages, donc Ariane qui est la dernière fée du monde des contes qui du coup est en train de mourir, de pourrir de l'intérieur puisqu'il n'y a plus de magie des contes. Donc Ariane en tant que dernière fée veut tout faire pour sauver son monde et pour ça elle a besoin de créer un nouveau conte avec une nouvelle fin heureuse et pour ça elle a besoin d'un héros et d'une héroïne, une princesse. Donc, mais il n'y a plus de héros dans leur monde. Donc elle va venir dans notre monde à nous pour trouver un héros et le former pour qu'il devienne le héros du conte et sauver tout le monde. Sauf que ça va pas tout à fait se passer comme prévu. Elle va se retrouver avec, comment il s'appelle, Warren qui est très sympa. Warren qui travaille en fait à Disneyland Paris. Bon, à aucun moment c'est noté vraiment Disneyland Paris, mais c'est l'idée. Et lui, il est cast member et elle le kidnappe comme ça pour l'emmener dans ce monde. Bon, il prend plutôt bien la chose et on va suivre leurs aventures. Je pense que je vais commencer le tome 2 dans pas trop longtemps. J'ai pas envie de laisser trop d'espace à chaque fois entre ces lectures là, mais le premier était très sympa, on découvre l'univers, on découvre les personnages, c'est très drôle, il s'envoie des pics mais non-stop, c'est vraiment hilarant. Et puis les parallèles avec les contes que nous on connaît, là le premier était surtout centré sur Blanche-Neige, donc lui il explique Blanche-Neige, comment il le voit dans le dessin animé qu'on connaît tous. Et on se rend compte que là, dans ce conte-là, c'est pas la même chose. Et c'est aussi très intéressant de voir la façon dont le conte a été revisité
a été interprété également. Donc c'était vraiment sympa. Là j'ai mis la note de 17 parce que j'étais à fond dedans, bien transportée. J'ai passé un très très bon moment et j'ai hâte de lire la suite. Quatrième livre que j'ai lu, j'ai clôturé une saga, clôturé une trilogie. J'ai lu donc le tome 3 de Les monstres méchants un jour de Vanessa Len. J'ai commencé, je crois que j'ai lu le tome 1 l'automne dernier, tome 2 à décembre et là le tome 3. J'ai mis je pense une meilleure note au tome 3 qu'aux deux autres tomes. Mettre 16, 15 et là j'ai mis 17. On suit Joanne qui est une jeune femme née de parents mixtes. Il me semble que son père est plutôt asiatique et une partie plus européenne par sa mère peut-être. Donc elle a toujours eu du mal à trouver sa place. Et donc là je fais le résumé du premier tome. Un été elle travaille, donc elle passe son été chez sa grand-mère avec ses cousins, cousines, oncles, etc. Parce que sa mère est décédée. Donc elle vit chez son père, mais pendant les vacances elle va dans la famille de sa mère. Et là, elle travaille dans un manoir touristique, etc. Toujours attirée par l'histoire. Et elle se rend compte que les monstres existent. Elle fait partie des monstres. En fait, les monstres sont des personnes qui ont la capacité de voyager dans le temps. Mais voyager dans le temps à un certain prix en volant du temps aux humains. Donc par exemple, pour revenir un jour dans le passé ou un jour dans le futur, il faut voler un jour d'espérance de vie à quelqu'un. Donc elle découvre ça, elle n'est pas au courant, elle est à moitié monstre, donc comment ça se passe. Et au tout début donc, le jour où elle découvre ça, il y a un chasseur de monstres qui débarque et qui tue toute sa famille. Donc elle va devoir faire alliance avec un autre monstre pour devant se cacher, survivre, également comprendre son pouvoir et tout faire pour changer l'histoire et sauver sa famille. Le premier tome, j'ai bien aimé. Franchement, on était à fond dedans. Les personnages sont super intéressants aussi. On est vraiment dans la tête de Joanne, de savoir ce qui se passe, etc. Après, il y a eu quelques longueurs vers la fin. Le deuxième tome était aussi très très bien. J'ai ressenti un peu plus de longueur. Mais le troisième m'a vraiment embarqué. On a vraiment la finalité de la chose. Et c'était vraiment... Le troisième était beaucoup mieux en fait. Simplement, je bégayais complètement, mais en gros, c'est l'idée. Et je suis très contente d'avoir fini la saga. C'est vrai que si j'avais lu que le tome 1, on a une espèce de fin. À la fin du premier tome, j'aurais pu me dire ouais bon c'était sympa, je m'arrête là. Mais en fait, ça vaut le coup d'aller jusqu'au bout pour vraiment comprendre tous les enjeux et la complexité de ce monde. C'était très très intéressant. Donc je recommande grandement. Avant-dernier livre, là où je vais passer un peu vite, j'ai lu le tome 3 de Beasts of the Briar, Forged by Malice, d'Elisabeth Hélène. Alors, j'aime beaucoup. C'est pas forcément quelque chose que je pensais que j'aimerais bien, mais il se trouve que j'ai lu le tome 1 là en janvier, je crois, il y a pas longtemps. Ouais, j'ai dû le lire en janvier et j'ai beaucoup aimé. Donc j'ai enchaîné les deux premiers tomes parce qu'à la fin du 1, en fait le 1 est très petit. Le 1 il fait 300 pages donc
c'est normal, ça va. Et après on se retrouve avec des briquettes de 700 pages. Là, faut les lire. Alors, un niveau de smut mais extrême. J'ai jamais rien lu avec autant de smut que ça. C'est vraiment dans tous les coins, tous les moments. Je croise un nouveau personnage. Enfin, non, je croise pas un nouveau personnage, mais il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup trop. Je pense que là, sur les bouquins de 600-700 pages, on enlève toutes les scènes smutty où ça copule dans tous les coins. On gagne 200 pages, 250 pages, je rigole pas, hein, mais on gagne du temps et on va plus vite à la résolution. Donc le 1, j'ai énormément apprécié parce qu'on tombait dans l'univers, donc c'est clairement La Belle et la Bête revisité. On suit, comment il s'appelle, Rose, oui on suit Rose, qui, sa mère est disparue quand elle était toute petite et son père est persuadé qu'elle a été enlevée par des failles. Donc il part tout le temps à sa recherche et il n'est pas énormément là pour sa fille. Ce qui fait qu'elle est livrée à elle-même, etc. C'est la paria de la ville, tout le monde a de la peine pour elle parce que son père est complètement fou, etc. etc. Et par un hasard monumental, comme d'habitude, dans La Belle et la Bête, son père va réussir à traverser et à passer dans le royaume des failles, à arriver dans le fameux manoir des princes et à voler une rose pour sa fille. Sauf que, comme dans La Belle et la Bête, elle va se sacrifier à la place de son père, devenir la captive et être captive du coup du château où il n'y a pas un prince mais 4. Donc c'est là la grosse particularité, c'est qu'il y a 4 princes qui représentent chacun une saison, donc le prince de l'hiver, du printemps, de l'été, de l'automne. Voilà, les 4, on a compris, sont tous différents. Et on va se retrouver en fait dans un roman avec un harem inversé. Donc Rose ne va pas du tout choisir un seul prince, n'est-ce pas, mais plutôt les 4. Les 4 en parallèle, en même temps, un seul à la fois, plusieurs à la fois, vous avez compris le bail. Mais l'histoire est vachement bien. Il y a une grosse intrigue pour savoir qui a maudit les princes, parce qu'à la nuit, ils se transforment effectivement en bêtes, en loups sauvages, et il y a des monstres, des gobelins des profondeurs qui les attaquent, donc on apprend un petit peu, il y a un royaume des profondeurs qui veut prendre possession du royaume, et les princes doivent protéger ça, mais avec leur malédiction, ils sont affaiblis, il faut essayer de lever la malédiction. Donc on va les suivre pour lever la malédiction. Il y a des retournements de situation un peu tout le temps. C'est aussi très intéressant de voir au fur et à mesure Donc le premier tome était vraiment très introductif, hein. On apprenait les choses. Et à partir du tome 2, on commence à se concentrer sur un royaume en particulier. Donc ça c'est bien aussi, on va de royaume en royaume, on découvre chaque royaume de chaque prince plus particulièrement et lever une malédiction, en l'occurrence à chaque fois. C'est en tout cas l'objectif. Et il se passe aussi beaucoup de choses autour, de plus en plus d'interrogations. Et voilà, c'est quand même vachement bien foutu. On enlève les scènes de smut, c'est mieux je pense. Quoique ça plaît, moi je n'ai aucun souci là-dessus, ça me dérange pas plus que ça. Il y en a certaines qui sont bien faites, il y en a d'autres, c'est un peu long des fois, on va pas se le cacher. Mais on apprend à connaître un petit peu tous ces princes, tous ces personnages, et on a envie d'être avec eux, de les soutenir et d'avancer. Donc voilà pour ce livre-là. Et on en arrive au tout dernier, donc j'ai lu en combien de temps celui-là? J'ai mis un peu plus de temps, j'ai mis une bonne semaine je pense à le lire. Entre le 19 et le 27 mars, j'ai lu La Petite Boutique de Sortilèges de Sarah Best-Dust. J'avais envie d'une cosy fantasy pour prendre du recul, me reposer, quelque chose de pas compliqué, qui
soit sympa à lire. C'était sympa. J'ai mis la note de 16. Alors, c'était très très sympa. Franchement, l'univers est super bien. Je ne vais pas dire, on suit qui est là. C'est bizarre de dire, on suit qui est là, qui est bibliothécaire à la capitale, qui n'est jamais sorti de la bibliothèque, donc qui n'a pas d'amis, etc. Et en fait, donc la magie existe, elle s'occupe d'une section réservée aux grimoires magiques, aux livres de sortilèges. Et en fait, l'Empire a la main mise un peu sur tous les sortilèges, la magie illicite, et tout le monde ne peut pas faire de la magie comme il veut, chez lui, etc. C'est réservé vraiment à une certaine partie de la population. Sauf que cette population-là se révolte, donc au début du roman, on est à la révolte, et donc elle est obligée de fuir, puisque la bibliothèque prend feu, ça devient trop dangereux, et elle s'enfuit en bonne bibliothécaire avec des romans qu'elle a mis en sécurité. Donc elle part avec, et elle va se retrouver sur l'île de son enfance, là où elle a grandi avec ses parents. Et là, elle doit cacher les livres parce qu'elle n'a pas le droit de les prendre. Si les révolutionnaires ont réussi, elle s'est quand même enfuie avec des livres, ils vont vouloir la pourchasser. Si les révolutionnaires n'ont pas réussi et que l'Empire est toujours en place, c'est quand même illégal d'avoir ces livres de magie là, ça reste du vol. Donc il y a tout un dilemme comme ça. Et elle arrive sur cette île où d'abord elle ne veut pas parler aux gens, elle veut juste se cacher, être tranquille. Elle apprend à s'ouvrir au fur et à mesure aux habitants. Il y a une romance, mais vraiment minime. La romance, elle est très mignonne, elle est présente, mais c'est vraiment pas le cœur de l'histoire. Et elle apprend à se faire des amis, à s'ouvrir aux autres. Elle veut les aider du coup de plus en plus, donc elle commence à faire un petit peu de magie de son côté. Et on va suivre un petit peu toute cette bande-là tout au long du roman. On va suivre aussi, elle a son meilleur ami Kaz, donc qui est une plante qui parle. Le meilleur personnage du roman, c'est Kaz. Ça c'est sûr, c'est dit. Je pense que tout le monde qui l'a lu est d'accord avec moi. C'est lui le meilleur personnage. Mon seul regret, entre guillemets, c'est que j'ai eu un peu de mal à rentrer quand même dans l'histoire. J'ai eu du mal aussi beaucoup avec la nature des personnages. C'est-à-dire qu'on est, oui, c'est une fantaisie, oui, c'est un monde qui n'existe pas, etc. Mais en fait, on a des personnages qui sont hybrides, mi-humains, mi-chevaux, je crois, des espèces de créatures avec des ailes. Elle-même, elle est bleue, sa peau est bleue, ses cheveux sont bleus, donc ses taches de rousseur sont violettes. J'ai eu du mal à me représenter ces personnages-là, sous cette forme-là. Dans ma tête, ils étaient humains, ils étaient normaux, et ça allait bien comme ça. Donc c'est vrai que quand ils appuyaient sur ce fait-là, j'avais un peu plus de mal à être dedans. Je trouve que c'était pas forcément utile de le noter comme ça, mais ça c'est juste moi qui ai eu du mal à capter ça et à m'adapter. Sinon c'était très très bien. Je ne sais pas si je lirai le tome 2. Voilà, je sais que le tome suivant est sorti. On ne suit pas les mêmes personnages, c'est le même univers. On va être dans quelque chose d'assez semblable quand même, quelque chose de similaire. Je lirai peut-être pas forcément tout de suite, mais pourquoi pas. Je sais que je passerai un bon moment, même si c'est pas un coup de cœur. Et je pense que j'avais beaucoup d'attentes sur ce livre-là. Je pensais vraiment que ce serait un coup de cœur comme tout le monde qui l'a lu. Moi, chaque fois que j'écoutais quelqu'un, c'était un coup de cœur. Donc ça n'a pas été pour moi, c'est pour ça que j'étais un petit peu déçue. Ça n'empêche que c'est une très bonne lecture et j'ai apprécié beaucoup de le lire. Donc voilà, on en a fini avec mes lectures du mois de mars. Bon, c'est que 6 livres à présenter. Il y a des mois ce sera 4 ou 5. Hein. On verra bien le faire tous les mois. Je trouve qu'en le faisant tous les mois, j'ai un peu le temps de
m'étaler un petit peu, t'expliquer, faire un petit résumé à ma sauce. Si c'est un livre que c'est une suite de saga, je peux faire un petit résumé sur les premiers tomes, ce que j'en ai ressenti aussi. Donc pour ça, je trouve ça bien ce format-là. Peut-être, franchement, plus tard, si je ferais peut-être des... S'il y a des mois où je lis pas beaucoup, peut-être que je fusionnerai 2 mois, 3 mois en fonction des lectures. Ce serait un petit peu... pas la pression, ce sera en fonction d'eux. Et écoute, si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, à me dire si tu as lu ces livres-là, si tu m'encourages à lire notamment les suites de, par exemple, La petite boutique de sortilèges, si ça te donne envie. Et puis, voilà, même un petit coucou, ça me fera super plaisir. Je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!